Merci beaucoup pour l'invitation et cette introduction. Donc, c'est un grand plaisir de participer à cette journée. Je pense qu'il y a des choses intéressantes à partager. Donc, vraiment, l'idée, c'est de se concentrer sur ce paysage de la pop culture où voilà, on est de plus en plus entouré par des retours d'histoire, de personnages, de territoires ou titres qui reviennent. Et on se retrouve à se demander en tant que fan, en tant que chercheur, en tant que spectateur ordinaire peut-être, sans trop d'ambition à être impliqué naturellement, mais quand même on se demande quels sont les concepts et les outils pour étudier ces phénomènes. Donc j'essaierai de partager un peu quelques explorations de pistes, hein, sans parler de méthodes, et de ce qu'on développe notamment au Labo Télé. Donc, je parlerai de pulsation. L'image que j'ai choisie ici, c'est une image voilà, de pulsation sonore, de cette idée d'onde modulée, modulable, transformation. Mais dans le cadre d'une même onde. Donc cette idée d'unité et en même temps de variation qui est très présente dans la culture populaire contemporaine. Donc on parlera donc de série. Une série est une répétition d'objets identiques ou similaires. Il peut s'agir d'une franchise cinématographique, d'une série télé, d'un phénomène d'adaptation dans lequel un élément se trouve placé dans un nouveau contexte, qu'il s'agisse d'un épisode, hein, épisode qui se répète, ou encore épisode au sens d'épisode de série télé, ou encore épisode au sens de bloc ou saison, ou alors série en tant que telle. Et donc, il se retrouve dans un contexte nouveau pour le plaisir de consommateurs nouveaux ou pour les mêmes consommateurs après plusieurs années, et avec des liens donc de similarité, parfois très marqués, mais parfois avec une autonomie qui le rend presque complètement dissociable des autres occurrences. Donc, de plus en plus aujourd'hui, voilà, on est entouré par des retours de personnages, histoires, monde finalement. On est face à ces corps vieillissants d'acteurs et personnages aussi qui vieillissent avec eux, ce qui fait dire à certains donc que le problème c'est qu'on n'a plus de récits originaux finalement. Les publics ignorent tout ce qui n'est pas en sequel, une adaptation ou un reboot. Donc finalement le marché est effectivement, comme vous l'avez annoncé, de plus en plus rempli par des histoires qui viennent d'autres, hein, de socles déjà vus, déjà expérimentés, déjà aimés par les publics. Nous savons que les retours des récits et la formation d'agrégats de textes ne sont pas nécessairement choses récentes, hein, bien sûr. Les épopées de l'Antiquité, par exemple, étaient composées de récits d'abord fragmentaires. L'épopée se modelait face à son public, pour lequel des contenus hétérogènes étaient réunis oralement en vue d'eux ou pendant la récitation dans une communauté. Sérielle et orale, l'épopée était composée grâce à des stratégies qui facilitaient la mémorisation, mais qui aussi permettaient une certaine souplesse et adaptabilité. Elle avait une fonction épique dans le sens où elle répondait au besoin de consolider un sentiment de communauté, et elle évoluait à partir d'un regroupement et d'une réactualisation constante des récits. Répétition politique, donc, et création de mondes ou d'univers capables d'englober un ensemble de valeurs et d'élaborer des réponses sur une société. Donc, dans ce cas-là, la répétition avait une fonction, je répète, politique et un fonctionnement de type horizontal quand même. Donc, ce n'était pas quelque chose d'imposé d'en haut, mais plutôt de construit avec les publics. Donc, bien sûr, donc j'y reviendrai. Innovation et répétition sont au cœur de ces processus sériels. C'est le processus donc de l'éternel retour qui peut être rassurant ou tragique, comme le souligne Nietzsche, bien sûr. Mais la chose connue donc revient chargée d'une différence ici, d'où le plaisir du spectateur postmoderne. Il faut donc citer Umberto Eco qui donc décrivait comment le plaisir sériel consistait finalement en un jeu continu de reconnaissance textuelle et intertextuelle croisée, d'un parcours à travers les éléments d'une archive très riche, et qui en plus se complexifie dans le temps et vers laquelle nous pouvons revenir constamment. C'est la même chose pour les fans contemporains
qui attendent avec impatience de pouvoir remarquer tous les détails changés. Ici, pour Bates Motel, par rapport, bien sûr, à Psycho de 1960, mais aussi de tous les remakes et reboots qui ont vu le jour au cours des années. Donc, des détails rassurants, car restaient les mêmes, mais toujours avec, bien sûr, ce plaisir de la variation. Également, on l'a vu dans les semaines dernières avec le sequel de Roseanne pour les États-Unis, ou encore le retour de Twin Peaks, série qui d'ailleurs jouait le jeu de la réflexivité et du méta déjà dans leur version des années 90. Contrairement à la sérialité conçue comme trajet linéaire, donc, le retour que nous voyons dans ces reboots, spin-off, remake est complexe et il bifurque, à l'image du chemin des sentiers qui bifurque de Borges, en permanence, donc proposant des alternatives qui sont toujours communicantes. C'est-à-dire qu'on est dans un contexte où, finalement, bien sûr, on peut à tout moment revenir vers le passé, aller consulter les épisodes qu'on n'a pas vus parce qu'on n'était pas né à l'époque, ou encore comparer, ou encore tomber sur les appropriations des fans qui nous disent encore des sens qui se superposent au texte officiel. Donc la série devient un espace culturel constamment soumis à un acte de refaire. Donc la perspective du reenactment, donc en dernier numéro d'intermédialité mettait au centre ce concept, est très intéressante. Donc cet acte de refaire, typiquement sériel, dépend du fait que la série est composée d'intervalles et d'interstices qui permettent à ceux qui les consomment de saisir la nature discrète de chacun des objets, ainsi que leur fréquence, et par-delà une certaine idée de rythme, mais qui permet aussi des réagencements, des proliférations rhizomatiques et de sens continus. Donc, pourquoi refaire ? Dans ce cadre, la répétition est propre au monde sériel. Le récit revient, se forgeant une nouvelle place, mais en même temps s'inscrivant dans un terrain préparé, sur lequel se trouvent des discours qui en préparent l'arrivée. Donc, pourquoi refaire ? L'acte de refaire permet, suivant donc cette perspective du reenactment, de partir d'un système de signes qui construisent en effet, en concept, en affect, et la possibilité de composer et recomposer ces signes, tout en gardant ce concept, cet affect, mais en lui donnant de nouvelles affordances, de nouvelles situations, de nouvelles façons de s'en servir. Refaire donc pour à la fois s'attacher à ce concept, pour en vérifier la validité, mais bien sûr pour se l'approprier à nouveau. L'acte de refaire est aussi une façon pour les créateurs, les consommateurs, d'agir sur le réel. Selon Derrida, la répétition a un pouvoir qui peut arriver à être subversif, qui permet de déborder et de déjouer les règles. Donc, mais surtout, donc, il s'agit d'un déplacement. Donc, la question spatiale que vous évoquiez aussi lorsque vous avez parlé de l'idée du voyage, l'idée du tourisme, me semble assez intéressante et pertinente. Ici, chez Casetti, l'adaptation est vue comme une apparition d'un texte ancien dans un nouveau champ discursif, donc dans une nouvelle situation de communication. Donc, quels points pouvons-nous retenir pour étudier ces phénomènes ? Qu'est-ce qu'on analyse finalement lorsqu'on travaille sur ces pratiques et ces phénomènes ? Le premier problème qui apparaît est évident, donc on perd de vue la dimension de l'unité de l'original, comme bien sûr déjà le soulignait Umberto Eco. Comment relier des unités distinctes donc, et sérielles ? Et finalement, pouvons-nous vraiment connaître une série, sachant que toutes ces appropriations, ces adaptations, peut-être nous échappent-elles ? Est-ce que tous les discours concernant Twin Peaks qui ont lieu dans le monde nous sont accessibles? Seulement pour une question de langue, la réponse est non. Donc, comment relier toutes ces unités distinctes mais sérielles? Et finalement, pouvons-nous, et par quels outils ou par quels biais, saisir l'identité de ces agrégats mobiles et fluctuants? Donc, en gardant le binôme innovation-répétition, mais en dépassant une perspective purement textuelle ou temporelle, on peut arriver à agencer l'analyse des formes et des plateformes avec une approche sémiotique et culturelle. Et donc, ces phénomènes de résurrection ou de retour ne seraient pas pensables dans l'absence de quelque chose qui prend vie dans les intervalles et dans les interstices d'une série, donc les traces des activités des consommateurs. Ceci est à faire donc dans une perspective qui est sérielle, conçue comme une suite non ordonnée de textes, narratifs et non narratifs,
présentant des intervalles. Nous le faisons avec une attention particulière pour l'ère du numérique qui permet de concevoir ces phénomènes de manière remarquable et inédite. Donc, lorsqu'on est des utilisateurs de la culture, nous laissons des traces. Donc, l'image que je vous propose est celle d'un espace ou d'une sémiosphère dans laquelle on a, bien sûr, les textes officiels, mais aussi, et peut-être surtout, des traces des activités des fans, d'autres textes, des paratextes, des zones de traduction dans lesquelles il se joue quelque chose, dans lesquelles le système, finalement, garantit sa vitalité et se maintient justement en vie. Donc, un espace intertextuel complexe, si on veut réutiliser le terme donc, de Denis Mélier, et une image qui a déjà été utilisée par Mary-Laure Ryan, ici pour Star Wars, lorsqu'elle parle justement de l'utilité de parler de transfiction et de transmédia pour définir ces franchises complexes dans lesquelles on n'a pas que les textes officiels. Et donc ici, elle propose une image tout à fait similaire à celle d'une sémiosphère dans laquelle on aurait les films, les jeux online, les jeux, mais aussi donc, les novélisations autorisées et les fanfictions. Donc c'est l'image de sphère concentrique ou de sphère communicante. Donc on peut s'intéresser à ces intervalles entre les textes et leurs récepteurs, qui est loin d'être une matière inerte. C'est au contraire donc un territoire de rencontre qui absorbe et relance, sur lequel des traces s'inscrivent, qui rebondissent dans les réseaux. Les traces de lecture et d'interprétation, mais aussi les achats, la géolocalisation, les commentaires, les retweets, en plus des fanfictions et autres artefacts plus visibles, et plus étudiés peut-être aussi par les chercheurs dans le domaine des études de fans. Tous ces gestes mis en œuvre par les consommateurs lors de toute action dans un réseau sont à considérer comme des parties du monde sériel. Pour Meuseau, donc dans un article de 2007, une trace est consubstantielle à l'acte communicationnel. Donc, à chaque fois qu'on agit dans la médiasphère, on laisse des traces. Des traces qui ont en effet sur toute production de sens pour les autres fans, pour les autres spectateurs, consommateurs. Et parfois malgré les producteurs officiels, bien sûr, mais aussi parfois à l'insu des consommateurs eux-mêmes. Donc la dimension de la connexion est au centre. On peut donc connaître l'identité d'un phénomène sériel, peut-être en passant par ces traces qui s'inscrivent dans les intervalles et qui les peuplent, arrivant à se superposer, parfois à se confondre avec les textes officiels. Nous voulons comprendre donc quelle composition de force les rend possibles et en retour, quels sont les effets sur les textes. Il ne s'agit pas proprement exclusivement d'appropriation, donc le terme me semble assez, en tout cas à utiliser avec une certaine prudence. Le terme appropriation parfois cache les rapports hiérarchiques de pouvoir qui sont en œuvre et qui simplifient la complexité de ces interactions. Donc on peut parler d'assimilation, de transformation et finalement donc de traces, plutôt au sens plus large. Donc bien sûr, ce type d'image relève également de l'idée de série au sens de série culturelle, donc l'idée de ces textes qui sont en interaction continue, donc série culturelle au sens de Louis Francoeur, qui souligne la dimension d'une mémoire collective, qui est une mémoire commune matérialisée dans les textes. Et une mémoire qui est aussi un organisme vivant, un ensemble qui est organique, dont chaque partie n'a du sens que dans une connexion, dans le lien avec son environnement. Donc, ces mondes, les mondes des franchises, à l'instar de Millennium, de Star Wars ou de Romanzo Criminale que j'avais étudié, sont donc des compositions, des regroupements, des agrégats de médias différentes qui communiquent et qui génèrent en effet de complémentarité, non seulement de superposition, mais de dilatation aussi. Et chacun de ces textes va modifier l'expérience de l'ensemble, parce que bien sûr, selon ce qu'on rencontre dans notre parcours, en tant que spectateur, on va construire une interprétation différente, donc selon le point de vue, selon la porte d'entrée qu'on choisit pour arriver dans une franchise. Et c'est également la perspective de Jonathan Gray lorsqu'il parle des paratextes, comme porte d'entrée dans un monde comme
comme donc les mondes des franchises contemporaines, dans lequel effectivement la question est une question situationnelle, contextuelle. Donc où on est, à quel moment, avec qui on est. Donc cela a une influence dans notre façon d'interpréter et de construire aussi les connexions avec les autres éléments. Donc la sérialité et les mondes tels que nous les connaissons aujourd'hui sont liés à une dimension marchande de l'époque industrielle, bien sûr. L'histoire du feuilleton nous montre que la répétition et l'innovation sont devenues au fil du temps les ingrédients clés qui permettent la fidélisation des publics avec des redondances, des résumés, etc. Et également l'autorialité multiple, une certaine idée de porosité de frontières, voire de communication entre public et auteur, font également partie du feuilleton et sont incontournables pour penser la sérialité en termes d'adaptation constante en contexte de demande et d'offres où la multiplicité est au centre. La perspective de la transfictionnalité permet, au-delà de l'analyse du feuilleton, qui demeure finalement en texte discret, de mettre en évidence les liens, les mouvements des personnages d'histoire et de fiction à travers les textes et à travers l'intertexte. Donc, du feuilleton au transmédia, est-ce que le passage est pertinent dans un contexte où la multiplicité sérielle est plus que jamais d'actualité? Donc, on remarque une prolifération de produits sériels, comme on a souligné, et également l'émergence de la perspective du world building ou de création de monde, dans lequel donc on examine l'apparition de mondes fictionnels complexes et leur connexion en réseau, mais encore pour le transmédia, leur organisation délibérée en tant que monde. Donc aujourd'hui, on parle de transmédia, phénomène dans lequel la construction de monde se fait à travers les médias, avec une participation des publics et dans un défi constant à la clôture narrative. Les industriels, connaissant cette culture participative, ne manquent pas d'encourager l'activité des fans ainsi que des formes d'appropriation bridée, valorisant le geste créateur d'individus fans à l'intérieur de concours et de plateformes, comme pour le cas de Star Wars Uncut, dans lequel les fans étaient encouragés à soumettre des vidéos pour reconstituer un film, mais donc à partir de leur point de vue et de leur imagination. Mais toujours par rapport à un canon, toujours par rapport à des lignes guides imposées qui devaient être bien claires et qui excluaient, par exemple, certaines autres franchises. Donc, on ne pouvait pas faire de référence à Star Trek et à d'autres, ou alors au sexe ou à des éléments qui ne seraient pas tolérés par les producteurs de sens officiels. Donc ces situations sont soumises à une hégémonie, le transmédia devenant une des stratégies capitalistes puissantes, basée bien sûr sur la saturation du marché, sur une rétribution symbolique pour le fan alors que l'industriel en retire des gains économiques, sur une sélection donc d'un canon contre la spontanéité ou le crossover, et encore, pourquoi pas, sur l'invisibilisation de certaines zones géographiques. Les participants étaient surtout, en tout cas, de la zone occidentale, et par-delà également une hégémonie linguistique, l'anglais notamment. Donc, bien sûr, ce type de production sont des productions bridées dans ce sens. Donc, dans la littérature sur le world building, nous retrouvons l'idée d'un démiurge, c'est-à-dire l'idée d'un monde qui est créé par quelqu'un, et donc par quelqu'un qui possède le contrôle sur l'ensemble de ces objets. Et c'est ce que soutient, par exemple, Mark J.P. Wolf. Et dans ce cas, nous avons une idée incarnée d'un projet unique qui prend vie de manière complexe et élargie, mais à partir de la volonté d'une personne. Dans cette perspective, le monde peut se développer seulement à condition de négocier avec l'instance créatrice. Donc c'est une croissance, encore une fois, bridée. Mais si nous observons ces grands produits des conglomérats contemporains, donc aussi l'image de Mary Laure Ryan qu'on a vu tout à l'heure, comme donc ces univers de Star Wars, les univers Marvel, etc., jusqu'au monde de n'importe quelle série télé, il ne s'agit pas pour la plupart du temps de mondes nés en un seul jour. Donc, loin d'être des mondes coordonnés et unifiés, comme le voudrait Jenkins par rapport aux transmédia, ils sont des lieux de redondance. D'ailleurs, la redondance ne devrait pas être présente dans le transmédia. Chaque média, ici dans l'image du puzzle, du casse-tête, apporte sa contribution unique à l'ensemble. Donc, c'est ce qu'on répète lorsqu'on
par de transmédia. Et donc, par contre, souvent, lorsqu'on analyse les mondes dont on parlera aujourd'hui, il s'agit souvent de plusieurs textes officiels qui entrent dans des luttes d'ayant droit, de producteurs. Derek Johnson parle de battle worlds, donc vraiment de lutte entre des mondes, un monde comme un terrain de bataille constante et d'adaptation lente, multiple, microscopique. Ou encore un monde où il se joue des réactions par rapport à des événements imprévus. Donc on a différents moments et acteurs qui jalonnent la vie d'une fiction ou d'une franchise. Une superposition de strates, parfois contradictoires, ou un organisme vivant, comme à l'image ici de cellules qui communiquent, et monde où on peut bouger, mais un monde qui bouge lui aussi. Monde donc qui nous offre des points de tension, des points de surbrillance qui peuvent nous permettre d'interroger le plaisir de retrouver un monde connu, mais aussi le plaisir de vouloir, nous en tant que fans, le changer par nos fanfictions ou parodies amateurs. Et donc peut-être c'est davantage donc l'idée d'un monde comme organisme qui peut nous permettre de répondre à la question pourquoi voulons-nous toujours écouter la même histoire? Parce qu'à chaque fois qu'on la parcourt, elle change. Parce qu'on laisse des traces qui la font changer. Donc ainsi, il ne s'agit pas tant de penser que les récits créent des mondes, qu'en de penser les mondes comme des outils heuristiques capables de nous aider à mieux comprendre et analyser les phénomènes médiatiques de franchise, sérialité et agrégation de contenus variés récents. Si la perspective donc, de la transfiction nous propose surtout de penser en termes de temps, d'autres modalités d'analyse de type spatial sont possibles. Donc la perspective spatiale peut nous aider à comprendre ces interactions complexes, aussi donc ces gestes de traversée. Il ne s'agit pas, encore une fois, prudence, d'une perspective qui se voudrait totalisante, qui pourrait à première vue paraître une bonne option. Si on abandonne l'idée d'un monde soumis à un démiurge, organisé, ou l'idée d'un système sémiotique autonormé, l'intérêt va nécessairement glisser par des perspectives qui seront localisées, qui seraient partielles ou temporaires ou encore fragiles, mais peut-être qui peuvent nous aider à comprendre ces mécanismes de plaisir, ces effets, ces affects. Donc l'intérêt glisse sur ces moments précis de jaillissement de sens. Donc en observant ces mondes, en effet, on y trouve des moments dans lesquels certains points deviennent davantage visibles, où le monde bouge dans une certaine direction, peut-être pour un temps limité, mais prouvant qu'il est vivant. Ici, voilà, juste pour souligner l'idée de Matt Hills, qu'il existe pour les textes cultes de la culture pop un iceberg beaucoup plus large de la pointe à laquelle nous sommes confrontés. Donc, il parle d'hyperdiégèse ou pour Twin Peaks, il a réutilisé un terme utilisé par un autre chercheur, l'idée de quantum peaks, l'idée que, voilà, on a une grande variété d'objets qui constitue ce monde complexe, mais on n'est pas obligé de faire le tour finalement. Si on veut regarder les 2 premières saisons, oui, c'est une expérience de laquelle nous pouvons profiter, mais tout en sachant qu'il existe plus que ça, donc un iceberg caché. La série donc est un objet qui se transforme dans le temps, qui évolue et qui finalement donc se base sur une encyclopédie sous-jacente. C'est encore l'idée de Umberto Eco. Mais donc, par rapport à toute cette quantité d'éléments, il y a des moments qui, dans certains lieux, dans certaines époques, sont plus visibles. Donc, on pourrait les appeler donc, des pulsations, c'est le terme que j'ai utilisé pour mon titre, suivant l'image organiciste. Donc, on peut appeler pulsations ces résultats de l'empilement de traces des spectateurs, des consommateurs, des moments davantage visibles par leur intensité, qui prouvent la vitalité d'un monde. Donc, si on cherche la signification de terme pulsation, on a l'idée vraiment organique, voilà, du battement du cœur, des artères, voilà, ou encore la variation périodique du volume de certaines étoiles, qui se traduit par des fluctuations régulières de leur luminosité. En musique, peut-être ça s'applique un peu moins parce qu'il y a une idée de rythme, donc l'idée d'un battement régulier, mais encore une fois, l'idée d'une succession de temps forts et de temps faibles.
ou encore donc dans les écosystèmes, je n'ai pas mis la signification ici, il y a une idée voilà, de certains effets écosystémiques qui se produisent et face auxquels donc, les organismes vivants doivent réagir. Mais donc on peut se contenter donc, d'une définition comme la suivante. Les pulsations seraient des résultats de l'empilement de ces traces de réception, des moments davantage visibles par leur intensité qui prouvent la vitalité dans le monde et qui finalement, on revient à l'image de l'épopée et du travail épique dont j'ai parlé tout à l'heure, peut-être sont à concevoir en termes de horizontalité et pas seulement de verticalité, et interaction multiple entre consommateur et texte. Donc, quelques exemples de manière de visualiser ces pulsations. Alors, c'est ce qu'on a fait au Labo Télé en utilisant des cartes. Donc, cartes qui, dans notre perspective, servent comme des points de départ pour justement se poser des questions sur l'existence d'une série, sur la vie d'une série, sur la vitalité d'une série. Donc, il s'agit bien sûr d'outils de représentation, mais c'est aussi une question de performativité de ces cartes. Donc, elles deviennent des moteurs de recherche qui nous permettent de voir des choses qu'une lecture tabulaire, une forme de liste qui consisterait par exemple à extraire tous les tweets de l'API de Twitter ne pourrait pas nécessairement nous dire. Donc, ici, on extrait, pas nécessairement sur cette carte-ci, mais quand même on travaille ici sur les tweets par rapport à la diffusion donc, du premier épisode de Twin Peaks The Return, le 21 mai 2017. Et donc l'idée voilà, d'un monde qui réagit et à échelle globale de manière intéressante, même en déjouant les questions de diffusion sur une grille de programme, sur une chaîne, et donc peut-être en déjouant aussi des questions de géoblocking et de relations au piratage intéressantes. Donc loin d'être des battements réguliers, ici on voit des pulsations qui sont peut-être davantage similaires à des perturbations, à des moments où le système réagit. Certes, on peut voir des régularités. Donc, bien sûr, la question de la diffusion à un moment donné est importante. Mais c'est aussi donc un fonctionnement voulu et recherché par les diffuseurs qui misent sur le base que fait une série ou la construction d'événements pour fonctionner dans un contexte de saturation du marché. Et donc, au lieu de fonctionner sur une compétition traditionnelle, le contexte requiert de passer par des modalités de contourner la saturation par une plus grande visibilité. Et c'est ce que peut-être ces cartes peuvent aussi nous aider à montrer. Donc, on observe ces phénomènes à partir de leur masse. L'élément qui désoriente peut apparaître, des bruits, mais aussi des ruptures. Ce sont des réactions qui nous font voir quelque chose, pointent l'attention sur quelque chose, sur un lien. Il peut y avoir, par exemple, un consensus sur une interprétation ou alors une plus grande visibilité de certains éléments. Finalement, la quantité et le poids de ces informations numériques qui semblent invisibles. Donc, les tweets, mais surtout les retweets. Ici, cette carte, qui est d'ailleurs un logiciel en accès libre, nous permet de visualiser surtout ces effets qu'on ne verrait pas nécessairement. Ici, il s'agit d'une carte donc, développée par Abigail de Kosnik autour du projet Alpha 60 qui consiste à cartographier le piratage. Donc, elle passe par elle va chercher et suivre les torrents donc, de la série The Walking Dead. Elle va donc suivre 16 files de torrents et générer donc des visualisations pour montrer combien donc, ces torrents sont partagés dans le monde sur ici une période d'une semaine après la diffusion sur la chaîne AMC de l'épisode en question. Et donc finalement on voit les questions de déjouer le geoblocking, la question d'une prolifération de la série, d'un succès de la série si on veut, même au-delà bien sûr de la distribution officielle. C'est ce que Jenkins, Ford et Green appellent la spreadability de la télévision, donc de ces contenus qui vont souvent volontiers ignorer les frontières nationales et donc mettre donc au défi les questions de législation possible sur ces questions de piratage.
Alors ici, autre exemple, et merci à Clara qui est présente dans la salle, qui travaille sur Sense8. Et donc on a ici un exemple fait par une étudiante qui travaille avec nous, qui a montré des pulsations concernant l'annonce donc d'un troisième opus de Sense8, non pas une troisième saison, mais l'épisode final que finalement Netflix a décidé d'octroyer à ses fans qui avaient énormément réagi afin de la voir. Donc, bien sûr, donc ici, cette carte, encore une fois, prend en compte les tweets et les retweets et donc montre une grande visibilité dans plusieurs espaces géographiques. Donc, après, les questions qu'on peut se poser sont vraiment des questions à la fois géopolitiques, mais relèvent également du contenu possible. D'un point de vue socio-économique, ces interactions ne sont pas neutres par rapport au marché, bien sûr, pensant au succès de certains produits indissociables de leur circulation en réseau et au pouvoir donc de ces grassroots marketers dont parle Jenkins. Donc, ils contribuent par leur activité à faire la promotion d'un produit. Donc, lorsqu'on tweet, bien sûr, on n'est pas payé, mais on est en train finalement de faire de la pub pour le produit en question. Certes, dans ce cas, l'idée adornienne d'une passivité des masses est ici peu pertinente, surtout après les nombreux travaux des Cultural Studies et de Desserto, bien sûr, avec ces tactiques reprises par Jenkins qui travaille sur le braconnage des œuvres cultes. Il s'agit d'effets complexes du capitalisme global qui recueillit, amasse de façon verticale les récits, tout en laissant l'illusion d'une agentivité des consommateurs, qui facilite la découverte de connexions et de formes de communauté, ou plutôt qui fonctionne lui-même sur une logique en réseau, mais qui favorise le renforcement de la valeur commerciale de ces objets. Bien que l'exploitation ne soit pas à entendre au sens marxiste classique, la construction d'un monde devient l'espace où les logiques d'accumulation et de transformation de la créativité de fans en travail matériel sont au centre. Mais peut-être d'autres formes de radicalité peuvent cependant, grâce justement à cette dimension communautaire, émerger. Dans le sens du remix, donc lien avec la question du remix manifeste des années 90, pardon. En suivant les pulsations, on peut apercevoir ces moments du monde qui ne dépendent pas de ce qui est imposé, mais qui nous parlent de ces formes d'assimilation et de transformation qui parfois veulent déjouer les stratégies officielles du pouvoir et qui constituent le plaisir de la sérialité et des franchises à l'ère contemporaine. Donc peut-être il y a aussi la possibilité de cartographier, de voir émerger des gestes politiques de type horizontal malgré la puissance verticale de ces conglomérats et des récits individualisants du capitalisme néolibéral. Des modalités de refaire ou de ramener à la vie un récit connu ou un fragment de celui-ci par la rupture, le détournement et pourquoi pas par l'échec. Donc pourquoi pas le fait de voir sur une carte ce qui est en surbrillance par sa quantité peut bien sûr confirmer certaines logiques officielles, mais la carte nous permet également de voir des tweets minoritaires, isolés, et pourquoi pas en les suivant, on pourrait découvrir quelque chose qui serait beaucoup moins visible dans les discours officiels. Ici, voilà, la question également de quelques significations ou d'appropriation, dans ce cas-là, voulues par les fans, qui ne va pas nécessairement dans le sens proposé par le texte officiel, ici pour Once Upon a Time, également d'autres visualisations sur les cartes, ou encore l'émergence de, plutôt la plus grande visibilité de certains termes ou de certaines séries au moment où l'élément extratextuel vient perturber la vie d'une série. Ici pour Transparent, la série d'Amazon, l'annonce donc que Jeffrey Tambor, qui interprète le personnage principal, a été accusé de harcèlement sexuel. Donc ce qui produit un climax dans les tweets, une plus grande visibilité de la série, mais autour donc de ces mots-clés-là, Jeffrey Tambor, sexual, etc. Donc, en passant par la spatialisation, en passant par cette idée de pulsation, on peut voir des moments d'intensité ou des points en surbrillance qui nous permettent de mieux observer les logiques à l'œuvre dans le processus adaptatif de la série. Le phénomène sériel est à concevoir dans son intégrité, finalement, est un monde complexe où tout communique potentiellement. Pour l'étudier, nous devons regarder ces pointes de l'iceberg et ensuite les connecter.
Les réponses seront fragiles, situées, comme j'ai dit tout à l'heure, dépendant de discours performatifs ou ludiques, en tout cas liés à l'expressivité typique du web, dans une communauté, entendue comme niche, constituant une zone d'un monde plus large. La perspective spatiale amène avec soi l'idée d'une organisation écologique et écosystémique. Donc ici, l'image des émergences d'un écosystème. C'est pas du tout dans le domaine des médias, c'est dans le domaine de la politique des réfugiés, etc. Mais l'idée, voilà, donc, d'un système complexe dans lequel il peut se passer quelque chose qu'on n'a pas prévu au départ parce que ce système est un organisme vivant. Donc l'idée d'un organisme complexe pour Edgar Morin, un organisme possédant une capacité d'adaptation à son environnement. Donc on revient également à l'idée de Casetti, de l'adaptation comme réapparition dans un contexte, mais également peut-être d'une adaptation au sens darwinien. On construit de cette manière Roseanne à l'époque contemporaine de Trump parce que voilà, on a besoin de parler aussi du réel et c'est grâce à ce réel que le texte fictionnel peut se construire. Donc, toujours des négociations entre acteurs industriels, réseaux de pouvoir autour et avec les textes, et contexte, bien sûr. Donc, on comprend que penser la série en tant que monde veut dire aussi mettre au centre connexion et interaction entre forme et plateforme, donc la dimension technologique, et la dimension esthétique formelle nécessaire et mutuellement dépendante. On pourrait arriver à affirmer que nous devrions aussi penser notre analyse de chercheurs comme une partie de ces pulsations qui contribuent à rendre visible un moment, une portion de cet espace beaucoup plus large qui est constamment présent et qui éclaire de cette manière une partie un univers, une partie de l'univers ou du monde sériel. Donc j'arrive à mes conclusions en utilisant cette phrase de Franco Moretti qui souligne un renversement de la hiérarchie entre l'exception et la série, dans lequel la dernière devient la vraie protagoniste de la vie culturelle. Donc le retour du connu dans le sens d'un travail épique est intéressant. Donc la sérialité devient une expérience de répétition inscrite dans des logiques industrielles qui est d'un côté formalisation et canonisation d'un ensemble de valeurs et de contenus, donc aussi peut-être pourquoi pas conservatrice, mais aussi souvent occasion d'améliorer, solution pour amender, ressources et archives de contenu qui nous aident à relire et réécrire le passé à travers des perspectives nouvelles. Donc ici, l'exemple de Transparent, série qui problématise l'idée de l'identité, la question de l'identité trans et pour laquelle, je pense, la perspective sérielle est particulièrement pertinente parce qu'on voit dans chaque épisode, dans chaque saison, les personnages constamment confrontés à un retour vers le passé, à un moment de leur passé qui revient par des flashbacks et autres dispositifs, les hanter, et qu'ils ont la possibilité de réécrire d'une certaine façon. C'est-à-dire que la série nous propose des alternatives à l'idée dominante de cette famille bourgeoise aisée du milieu de Hollywood, de Los Angeles, etc., mais qui a en effet eu pendant toute son existence énormément de questionnements sur l'identité, etc. Donc, une solution, c'est l'idée d'avoir cette idée d'un horizon mouvant qui est typique de la sérialité, où le centre est toujours décentré, la périphérie est toujours déplacée, selon Deleuze, qui se constitue par cette répétition, mais aussi par la différenciation. Et donc, c'est la place des intervalles qui est centrale pour Deleuze. Donc, une solution pour analyser la présence de ces greffes sérielles qui réécrivent constamment, sans pourtant effacer ce qui les précède, peut être une solution visuelle et spatiale. Donc, la dimension communautaire et le rôle de la situation de communication seraient ainsi au centre, valorisant les mouvements, les transitions, les transactions textuelles et contextuelles. Donc, je termine sur ça. Merci.